I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 19 de Capitaine au Capitaine, le podcast pour les personnes en quête de sens et de renouveau. Chaque mois, je reçois un parcours ou une expertise inspirante pour développer notre leadership personnel et toujours mieux incarner l'attitude capitaine. Et les maîtres mots de cet épisode vont être équilibre, harmonie, intégration, homéostasie, sérénité et sens. Capitaine au Capitaine, épisode 19, trouver son équilibre, c'est parti. Il n'y a pas la vie pro d'un côté et la vie perso de l'autre. Il y a la vie, point. Voilà ce qui anime mon invité depuis 5 ans au moins. À l'origine, Sandra Fiodo était marketeuse dans de grandes sociétés. La suite logique de sa prépa et de ses études de commerce rondement menées. Mais l'année de ses 30 ans arrivent 2 bonnes nouvelles simultanément. Une promo en or d'un côté et de l'autre, l'arrivée de son premier enfant. Très vite, elle ne voit pas comment elle pourrait assurer assidûment des voyages au bout du monde fréquents et son nouveau rôle de maman. Comme Sandra fait partie de celles qui ne renoncent à rien, elle prend sa situation en main et explore les possibles pour un équilibre sain et serein. Elle passe à l'action et crée un podcast pour l'occasion. Les équilibristes sera l'émission de celles et ceux qui cherchent des morceaux de solutions. La question de fond, comment intégrer en toute harmonie toutes les facettes de nos vies en perpétuelle mutation. Pas simple comme mission, mais Sandra pousse son exploration. Elle fonde Conscious Culture et développe désormais ses propres solutions. En solo, en groupe ou en entreprise, Sandra aide les individus à se libérer de l'emprise, pour devenir des hommes et des femmes plus sereins et plus libres, capables selon la situation de retrouver l'équilibre. Sandra Fiodo, c'est l'antithèse de métro boulot dodo. Elle s'apprête à nous partager ses meilleurs conseils dès que j'aurai ouvert son micro. Bonjour Sandra. Bonjour Baptiste. Bienvenue dans Capitaine au Capitaine. Alors on se connaît pas beaucoup, même si on s'est récemment croisés lors d'un événement organisé par un partenaire commun, Osons Plus, qu'on salue au passage. Mais en t'écoutant, je me rends compte que nos explorations respectives empruntent des chemins communs, même si l'angle de départ n'est pas tout à fait le même. On est tous les deux en réflexion sur les notions de sens, de réussite, de performance, d'épanouissement, de leadership personnel. Mais je dirais aussi et surtout, finalement, là où je vois un parallèle flagrant entre nos deux quêtes, c'est se reconnecter à son pouvoir d'agir pour devenir finalement des équilibristes capitaines. Voilà, donc on a beaucoup de choses à partager, mais pour le bénéfice des auditeurs, auditrices, puis pour le nôtre, je te propose de baliser notre échange en 2 temps. Je sais que tu as derrière une session de coaching, donc on va essayer d'être le plus concis et précis possible. Dans un premier temps, ce qui serait bien, il se passe beaucoup de choses dans le monde du travail et toi, tu accompagnes les deux, les individus et les organisations. Donc, je suis intéressé par ton analyse un petit peu macro de ce qui est en train de se passer, sur tous les sujets dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, qu'on bascule peut-être à un niveau plus micro, au niveau des individus, de savoir, quelle que soit notre condition, qu'on soit salarié, qu'on soit indépendant, qu'on soit en couple, seul, avec des enfants, qu'est-ce que l'on peut faire à notre niveau pour tendre vers ce que tu appelles une intégration durable. D'ailleurs, ton podcast s'appelle Les équilibristes, mais tu n'aimes pas trop ce terme-là. Équilibre, vie pro, vie perso, ça t'irrite un peu. Tu préfères le terme d'intégration. Quelle distinction tu fais les deux et pourquoi tu préfères ce terme d'intégration? Ouais, tu veux que je commence par là? Ton programme Ouais. est super. Allez, on commence par là. Effectivement, le terme équilibre, en fait, je l'adore, mais dans un sens où on l'entend pas spontanément. Moi, je fais beaucoup de danse et je l'entends au sens de l'équilibre en danse, c'est-à-dire quelque chose de mouvant, quelque chose de l'inverse de statique. Alors que quand, en général, on parle d'équilibre, les gens ont en tête cette image de la balance, tu sais, très, très stable, avec des poids équivalents de part et d'autre, quelque chose de très lisse et linéaire. Et c'est pas la réalité. Donc, l'intégration, c'est plus dans cette idée de la phrase que tu évoquais au début. Tu vois, il n'y a pas le pro d'un côté et le perso de l'autre, c'est la vie dans son ensemble et tous les choix qu'on fait et tout ce qui se passe impacte notre vie dans son ensemble. Et c'est ça
la magie de la période qu'on vit, c'est on commence à tenir compte de ça dans les organisations. On pourra largement en reparler. Ouais, c'est l'idée. Je parlais d'homéostasie tout à l'heure. Moi, je prends l'image du surfeur sur sa planche qui doit s'ajuster en permanence. Toi, tu parles aussi de la bicyclette qu'il faut finalement continuer d'avancer et que l'équilibre, il est à retrouver en permanence. C'est pas la recherche d'un état stable et figé, mais plutôt cette idée, voilà, du mouvement et de l'adaptation dans nos vies. Complètement. C'est vraiment une forme de danse, quoi, sans ramener toujours la même métaphore, mais il y a vraiment cette idée pour moi, l'équilibre, c'est une succession de déséquilibres rattrapés. C'est-à-dire, dès qu'il y a un truc qui coince, qui grince, comment je réajuste? J'adore que tu aies parlé de pouvoir d'agir dès l'intro, parce que c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que je suis en capacité de réajuster pour retourner vers quelque chose qui me convient. Alors, je le disais dans l'intro, ces sujets, ils se sont un peu imposés à toi. Tu les as vécus voilà, à titre personnel d'abord. J'ai évoqué brièvement dans quelles circonstances cette double promotion. Est-ce que je peux te laisser aussi peut-être nous dire plus précisément avec tes mots comment ça s'est fait à cette période? Ouais, alors c'était intéressant de t'entendre le dire parce que tu l'as raconté avec tes mots et c'est rigolo d'entendre son histoire dans le regard de quelqu'un d'autre. Donc c'était vraiment ça, c'était deux grands bonheurs. Évidemment, la naissance de mon premier bébé, mon fils, et cette promotion pendant mon congé mat, c'est une histoire qu'on n'entend pas souvent d'ailleurs, on entend plutôt l'inverse. Et donc à la fois cet immense bonheur de l'arrivée de mon enfant, cette immense fierté et moi je me suis toujours considérée ambitieuse dans le sens motivée par l'envie d'apprendre, l'envie de me connecter aux autres, l'envie de progresser, de me développer en fait. Et tout d'un coup, il y avait une très forte contrainte sur mes ressources, sur mon énergie, sur mon attention, sur mon temps, qu'il n'y avait pas avant. Avant, je gérais mon temps beaucoup plus, enfin mes ressources, plus largement, de manière beaucoup plus libre. Et ce petit bébé, là, il est arrivé et ça a changé beaucoup de choses. Ça, plus le fait d'avoir assez peu de pairs qui me ressemblaient dans les cercles dans lesquels j'évoluais ensuite, à savoir des salles de réunion, des CODIR où il y avait beaucoup plus d'hommes d'une tranche d'âge différente de la mienne. En soi, on s'en fiche, hein, ça n'a pas d'importance, sauf que le travail et les attentes et les exigences étaient calqués sur leur mode de vie. Et donc, je me souviens de mes N+1, j'en ai eu un paquet à cette période-là, mais qui étaient plutôt anglo-saxons qui me disait, mais Sandra, ne te sens jamais obligée de faire un déplacement, ne te sens pas obligée de faire cette réunion après telle heure. Sauf que quand on est la seule à dire non, c'est pas évident, quoi. C'est vraiment pas évident. Donc tout ça s'est mélangé. Tu vois, il y avait à la fois ce côté, j'ai envie d'apprendre, je suis trop contente et tout. Et en même temps, ouais, et il y a des limites et des contraintes. Donc, comment on fait au milieu de ces contraintes? De quoi j'ai envie et de quoi je crois avoir envie? Comment on fait le tri dans tout ça? C'est un peu tout ça, en fait, qui s'est passé à ce moment. Donc, du coup, tu fais ce que chacun ferait dans cette situation. Tu crées un podcast. Je me suis levée un matin, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Non, voilà. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'était quoi les différentes étapes? Je veux dire, tu découvres finalement que ces sujets ne te concernent pas que toi, qu'il y a peu de ressources disponibles, qu'on en parle peu déjà à l'époque. Hein, on en parle un peu plus maintenant, mais il y a un peu plus de 5 ans, c'était moins le cas. Du coup, comment tu as bifurqué? C'était quoi les grandes étapes de cette transition qui t'ont amené à dire, allez, c'est mon sujet, je m'en empare? Alors, effectivement, un grand sentiment de solitude au départ. Je me souviens, j'ai des images très claires de moments où je me dis, mais attends, je suis toute seule en fait à vivre ce truc-là. Et le fait de commencer à chercher des ressources effectivement qui n'existaient pas. Moi, j'ai grandi aux US, donc je lis beaucoup, je me documente beaucoup dans des ressources anglo-saxonnes qui ont de l'avance, il faut le dire, sur ces sujets-là. Et donc, j'ai cherché finalement des réponses là-dedans. J'ai commencé à en trouver et surtout, j'ai commencé à écouter des podcasts à cette période-là. C'était 2000. Mon fils est né en 2014. C'était, tu vois, 2016, 2017. J'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts. C'était le début. Et je trouvais que le format était génial parce que on avait accès à une parole plus intime, plus personnelle et aux coulisses en fait. Moi, c'était ça qui m'intéressait, c'était que ça m'intéressait pas tellement de lire des portraits très à la surface moi je cherchais des portraits de femmes, hein, de femmes qui
auraient des postes exigeants et n'auraient pas renoncé à leur vie. Ça m'intéressait pas d'entendre qu'il y a qu'à Faucon et qu'il suffit de s'organiser. J'avais envie d'entendre ce qui se passait réellement pour elles, les questionnements, comment elles répondaient à leurs questions, la culpabilité qui était un sujet que je vivais de manière très forte et que mes copines aussi vivaient, mais où il n'y avait rien là-dessus. Donc en 10 ans, ça a beaucoup changé. Et c'était vraiment pour avoir accès à cette parole, ce que tu fais aussi, Baptiste, hein, mais accès à cette parole beaucoup plus personnelle et beaucoup plus, enfin, qui je trouve était beaucoup plus aidante que des choses un petit peu stéréotypées. Ok. Comment ça s'est passé du coup? À un moment donné, La création du pas podcast. simplement la création, mais la bifurcation, la transition. À quel moment t'as démissionné? Comment tu t'es organisé? Ouais. C'était quoi les prises de conscience à ce moment-là? Et puis surtout, comment t'as intégré toi-même tout ça dans ta Ouais. vie à ce moment-là? Écoute, le départ de mon entreprise, ça a été en 2017 et ça a été avec la réalisation que mon énergie m'appartenait et que j'en avais beaucoup et que j'avais plus envie de l'utiliser à ce à quoi je l'utilisais au quotidien, mais j'avais envie de l'utiliser à construire quelque chose. Euh, donc c'était vraiment ça le moteur. Et je suis très honnête parce que les podcasts, ça sert à ça. J'étais pétrie de trouille. Je n'avais jamais envisagé de me mettre à mon compte, de travailler autrement que dans le salariat. Et donc, il m'a fallu construire ça. Ça s'est fait par étapes, vraiment. Il y a eu une partie où j'ai commencé à faire des missions. Donc, j'ai lancé le podcast, mais le podcast ne m'a jamais fait directement vivre. Je me rémunère pas. C'est vraiment un laboratoire et une aire d'exploration plus que quelque chose qui me rémunère. Donc, j'ai lancé ça comme ça pour le plaisir et l'envie d'entendre ces fameuses conversations. Et en parallèle, j'ai commencé à faire des missions dans les entreprises sur des questions d'expérience collaborateur. Je me souviens avoir commencé à parler d'équilibre vie pro, vie perso, et on me regardait, mais comme si j'étais une extraterrestre, vraiment. Je me souviens d'une conversation, quand j'avais été pitcher ça, où on me disait, mais enfin, depuis quand on demande leur avis aux collaborateurs, quoi? C'est vraiment, c'est pas, enfin, vous êtes complètement zinzin, quoi, mademoiselle, madame. Donc, je me sentais assez isolée là-dedans, mais j'avais vraiment cette certitude qu'il y avait un truc. Et donc, j'ai commencé à faire des missions. J'ai pris un poste en temps partiel de directrice marketing dans une boîte où j'ai eu un coup de cœur professionnel pour les dirigeants. Et en parallèle, je continue à développer les équilibristes les équilibristes et Conscious Cultures. Et c'est en parallèle, c'est en 2021, début 2021, que je me suis lancée à temps plein. Donc, il y a vraiment eu des étapes. Et ça, c'est important de le savoir parce qu'il y a plein de gens pour qui passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est vertigineux et c'est normal. Et ça a été le cas pour moi. Et voilà, donc ça s'est fait par étapes. Ok. Donc ça part d'un sujet personnel, de quelque chose que tu t'es appliqué, et tu te rends compte qu'effectivement ça concerne beaucoup de gens. J'ai repris quelques chiffres sur ton site. En Ouais. 90, 60% des Français affirmaient que la place du travail dans leur vie était très importante. En 2022, 24%. 52% des femmes cadres et 41% des hommes cadres font état de difficultés à concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et 82% des femmes, 73% des hommes indiquent que ces difficultés affectent leur santé psychologique. Toi, tu accompagnes donc à travers Conscious Culture les individus et les organisations. C'est quoi les grands enjeux du moment d'un côté comme de l'autre? Alors, c'est intéressant parce que parfois, je me dis vraiment que les uns et les autres sont sur des planètes totalement différentes. Il y a d'un côté, si on commence par les collaborateurs, il y a ces chiffres que tu viens d'évoquer. Il y a une remise en question fondamentale de la place du travail depuis le Covid. Je pense qu'elle existait avant dans l'intimité des conversations entre amis et entre proches. Maintenant, elle a sa place au grand jour. Et ça crée une très grande incompréhension et parfois des raccourcis et des mauvaises interprétations côté manager et dirigeant. Manager, ils sont un peu entre deux, je vais en parler dans un instant. Mais donc, côté collaborateur, il y a vraiment cette idée de, en fait, euh, la- l'intérêt et le sens de ma vie, où est-il? Et dans un contexte où les gens sont quand même il y a beaucoup j'ai pas les chiffres là en tête de burn-out, mais on sait que la santé mentale est un énorme sujet aujourd'hui. Les gens vont pas très bien. Et donc, il y a vraiment une question aussi de quelle place je fais à quoi et
si je ne m'épanouis pas comme je le recherche au travail, où est-ce que je vais aussi chercher de l'épanouissement? Il y a plein de choses à dire là-dessus. Enfin, je sais pas si c'est le lieu de rentrer dans les détails, mais sur aussi tout ce qu'on attend du travail aujourd'hui qui a changé, qui fait aussi qu'il y a cette désillusion j'y trouve pas tout. Il y a une violence des rapports aussi qui s'est accrue. Donc, il y a plein de raisons qui font que il y a aujourd'hui une envie de pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de se dire ma vie, elle n'est pas que dans le travail. Et en plus, en France, on a un rapport, j'ai pas mis les chiffres sur mon site, mais on a un rapport très ambivalent au travail. À la fois, c'est quelque chose qui fait partie de notre identité et qu'on met très en avant quand on se présente. C'est un énorme marqueur d'identité chez les Français, plus que dans d'autres pays européens ou à l'étranger. Et on a des taux de méfiance et de défiance même vis-à-vis de nos managers qui sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Donc, il y a une espèce de schizophrénie là, c'est hyper important et je m'en méfie. Donc, c'est compliqué. On a un rapport qui est compliqué. Côté dirigeant, et j'échange avec beaucoup de dirigeants là-dessus, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois la réalisation que c'est un sujet qui, on voit dans les critères de choix de poste, l'équilibre vie pro-vie perso est remonté en tête. Donc c'est quelque chose qui est brandi aujourd'hui, un entretien, c'est et le télétravail, et la flexibilité, et les vacances, etc. Et ça, c'est assez mal vécu côté dirigeant, côté manager, parce que c'est vécu comme un signe de désengagement, ce que ça n'est pas forcément, hein, mais c'est en tout cas perçu comme ça. Donc il y a souvent une difficulté de communication autour de ce sujet-là. Et donc finalement d'arriver à être sur le même niveau d'échange et de communication. Donc côté dirigeant, il y a aussi une sorte de OK, mais en fait ça veut dire quoi l'équilibre vie pro vie perso? Parce que moi j'ai mis en place des crèches, j'ai mis en place ci, je mets en place des tas de choses et ça suffit jamais. Donc il y a aussi cette idée que j'ai beau mettre en place des trucs, j'ai l'impression que ça ne suffit jamais à répondre aux besoins. Et là, on peut en parler après, mais il y a vraiment des manières aussi d'affiner qu'est-ce qu'on entend derrière ça. Et je pourrais te parler d'exemples avec des différentes organisations avec qui j'ai travaillé. Et les managers qui sont un peu entre deux, qui, eux, ont un rôle qui a énormément évolué avec le télétravail, qui sont pour beaucoup en grande difficulté, qui croulent sous le travail à la fois très opérationnel et leur travail de manager qu'ils ont de moins en moins de temps pour faire, ce qui crée chez eux une grande frustration. Et donc, ils sont un petit peu les cordonniers mal chaussés, qui ont à la fois envie d'être garants d'un équilibre sain pour leurs équipes, et qui, du coup, se retrouvent bien souvent à faire un peu la rustine, tu vois, à faire la variable d'ajustement pour que tout le monde puisse s'y retrouver, et eux, ils s'y retrouvent beaucoup moins. Donc, il y a un peu ces trois volets-là que je vois. On peut rentrer dans le détail que tu veux, je te laisse mener la barque. Non, c'est intéressant, je vais te laisser dérouler parce que tu as nommé l'enjeu du télétravail. C'est vrai que c'est une des choses que le Covid a accéléré ou révélé, qui était déjà là, mais qui était un sujet et qui nous a explosé aux visages un peu contraints. Mais on parle beaucoup de qualité de vie au travail. C'est peut-être un peu moins directement lié mais c'est aussi la notion d'équilibre, l'équilibre entre les hommes et les femmes dans l'organisation. Il y a la durée du temps de travail avec la semaine de 4 jours. Tu nous en parleras peut-être un peu puisque tu as testé toi-même. Et puis d'autres choses connexes. Je pense à l'inflation, aux économies d'énergie, à la démarche RSE, les entreprises à mission. Ça fait beaucoup pour les entreprises. Tu as parlé des crèches, tu as parlé de certains dispositifs qui étaient là pour aider, mais quel est le vrai levier, la vraie marge pour une entreprise pour répondre à ces attentes? En fait, c'est là où l'enjeu il est chez les managers, enfin chez les managers et chez les dirigeants. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que les actions qui fonctionnent, les boîtes où c'est pas un sujet, l'équilibre, c'est les boîtes où le sujet est porté par le dirigeant parce que ce n'est pas un sujet, en fait. Parce que pour lui ou pour elle, évidemment que les gens sont engagés. Il part du principe que c'est le cas. Il part du principe qu'il faut leur faire confiance. Et ils ont aussi des équipes qui sont autonomes et qui ont une forme de maturité. Donc, il y a plein d'ingrédients qui font que dans ces entreprises-là, c'est pas un sujet. Donc, pour répondre à ta question, ce qui marche le mieux, ce sont des mesures sur la culture, en fait, et sur la manière dont on arrive à aider les managers à être dans une forme de confiance avec leurs équipes, à mesurer l'output, les résultats, la performance de leurs équipes, plutôt que des choses
comme le temps de présence ou des choses qui sont plus simples à mesurer, mais qui ne mesurent pas la valeur ajoutée réelle des collaborateurs. Et c'est très intéressant parce qu'on voit, il y a ce qui se passe dans la Silicon Valley, c'est toujours un indicateur à peu près un an et demi avant de ce qui va se passer chez nous. Et là, tout le monde est en train de fermer les vannes sur le télétravail. C'est retour au bureau pour tout le monde. Et c'est pas parce que, enfin, mon analyse, c'est que c'est pas forcément un échec du télétravail en soi, c'est un échec on n'a pas pris la mesure de ce que cette révolution-là impliquait en termes d'évolution des pratiques managériales et de ce que ça voulait dire de faire vivre un collectif à distance. Il y a plein d'entreprises qui arrivent à le faire parce que par défaut, elles se sont construites comme ça et que donc elles savent faire et qu'elles ont mis en place des pratiques qui supportent ça. Et je pense qu'on n'a pas assez formé, accompagné les managers qui sont en première ligne pour que ça marche. Et derrière tout ça, ce sont vraiment des enjeux de confiance, d'autonomie, de maturité des équipes. Donc, voilà. J'ai l'impression... J'ai l'impression que flexibilité est le maître mot, en fait, et que flexibilité, agilité, pour rejoindre l'analogie de la danse, du mouvement, voilà, de s'adapter en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui paraît plus difficile quand on est dans une grosse structure, on a besoin quand même d'un certain nombre de règles pour qu'on puisse bien fonctionner collectivement. Et j'ai l'impression que les grosses structures apportent peut-être plus de rigidité par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses ? En fait, les grosses structures, c'est assez paradoxal parce que elles sont tellement grosses qu'il y a des sous-structures, enfin, il y a des sous-cultures, il y a des équipes. C'est au niveau des équipes que ça se passe. Donc oui, il y a des grandes règles au niveau du groupe, mais dans la réalité, c'est quelle est la relation du manager avec son équipe, comment ça se passe au sein de ces unités-là et quelles sont les règles définies là. Et moi, je croise beaucoup de managers et c'est certainement pas pour leur jeter la pierre. Je pense qu'ils font bien ce qu'ils peuvent, mais il y a plein de règles qui sont pas définies sur l'utilisation de nos outils de communication. Tu vois, quand est-ce qu'on fait un Teams, quand est-ce qu'on fait une réunion, quand est-ce qu'on fait un call. Il y a plein d'entreprises, il y a plein d'équipes où il n'y a pas de règles. Et tout ça, ça contribue. Tu évoquais tout à l'heure, effectivement, le sujet de l'équilibre, il est à cheval sur les sujets de QVT, il est à cheval sur les sujets d'égalité homme-femme. Il y a plein de choses. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand on aborde ce sujet-là, on fait un premier atelier sur l'équilibre et après on se rend compte que, en réalité, le sujet, il est sur les règles de communication dans l'équipe ou comment on peut évoquer des sujets autour des émotions. J'ai accompagné des groupes de médecins, c'était ça le sujet. C'était quelle place pour le vécu extrêmement intense qu'ils ont dans leur quotidien avec leurs patients. Enfin, il y a plein de choses derrière. Mais la question, c'est vraiment... Il y avait une phrase en anglais que j'avais lue, c'était... En fait, il faut qu'on tienne compte du fait que les collaborateurs, c'est des grown-ups with lives. Ce sont des adultes avec des vies. En fait, c'est aussi simple que ça. Tu vois, c'est des adultes. Donc, partons du principe que pour 95% d'entre eux, ils sont là pour faire du bon boulot. Ils ne sont pas là pour saboter, pour perdre leur temps, ou faire perdre leur temps aux autres. Et ils ont des vies. Et que cette vie-là, parfois, l'interfère. Et qu'en fait, à partir du moment où on leur fait confiance, il y a des choses à mettre en place pour que ça roule, quoi. À partir du moment où les objectifs sont clairs, que l'équipe est mobilisée et que c'est pas une somme d'individus. Enfin, voilà, il y a plein d'angles sur lesquels on peut agir. Oui, mais Madame Fiodo, vous êtes bien gentille avec vos grandes théories, mais moi je suis manager d'une équipe, on m'a demandé de faire une différence immédiatement, je vais avoir peut-être 2 ans sur ce poste, et puis après je ferai autre chose. Moi j'ai pas le temps de faire des réunions pour parler de tout ça. Moi, on me demande des résultats, donc puis je suis pas formé parce qu'il faut faire des réunions participatives, de l'intelligence collective, tout ça. Enfin, ça prend du temps. On n'est pas là pour ça. On est là pour délivrer de la performance. Bon, je me fais l'avocat du diable, bien sûr. Je me doute, mais c'est des choses que tu dois entendre. Mais bien sûr qu'on l'entend. Mais la performance, c'est quoi en fait? Tu vois, à quoi on mesure la performance et qu'est-ce qui nourrit la performance? C'est trop rigolo. Un membre de ma famille m'a ressorti ce bouquin-là qui date des années 80, Le Manager Minute. Je l'ai feuilleté et je suis tombée sur cette page. Attends, je vais te le ressortir quand même, c'est trop drôle. Les gens qui se sentent bien dans leur peau produisent de bons résultats. C'est incroyable. Oui, j'ai l'impression qu'on redécouvre ça. Non, mais c'est fou. Blague à part, ça va avec cette idée du rythme. Je disais le rythme Mais des bien cycles sûr. parce qu'une équipe, elle se réorganise plein de fois. Il y a des liens hiérarchiques, il y a des liens transverses. On est chef de projet, mais voilà, c'est complexe quand même de mettre ça en œuvre dans une organisation, dans un monde qui va vite au quotidien et où on est vite dépassé, où la vérité du jour est pas celle du lendemain. Donc,
on le disait aussi, se réajuster en permanence. Euh, Ouais. voilà, Ce mot de vite, il est clé. Ce mot vite. Euh, c'est un truc qui est vraiment un marqueur de notre temps et qui ne fait qui ne fait une vitesse qui ne fait qu'accélérer. C'est bien souvent on marche sur la tête. La notion de priorisation n'existe plus du tout. oui, tout est priorité. Et tout est priorité. Et la dernière ou celle qui hurle le plus fort a le plus de poids. Et je crois que c'est dans ça, le fait de regarder ça bien en face et bien honnêtement que réside beaucoup, beaucoup de solutions aussi. Alors, on parlait de l'équilibre homme-femme. Toi, tu as un format dans les équilibristes qui s'appelle Place à prendre, parce que tu es aussi très sensible à à cette mouvance, en tout cas à cette volonté de trouver cet équilibre. Et tu as le sentiment, alors c'est un format que tu développes avec Céline Alix et puis Laetitia Vito. Et Céline Alix est notamment l'autrice du livre Merci mais non merci. Donc les femmes qui disent non, vous êtes convaincues toutes les trois que ce sont les femmes notamment qui vont faire bouger les lignes? Euh, je pense qu'on a toutes des sensibilités différentes là-dessus, donc je vais parler pour moi. Euh, Moi, je suis convaincue que c'est aux femmes que se posent les questions de la manière la plus intense. Les chiffres sur la répartition des tâches au sein des foyers sont clairs. C'est quand même elles qui portent encore beaucoup. Et, et euh, je suis convaincue aussi que tant qu'on n'inclura pas les hommes dans ces sujets-là, il ne se passera rien. Et que c'est plus évident de parler du sujet de l'équilibre quand on parle de femmes. Voilà, ça tombe sous le sens. Ça l'est beaucoup moins quand on parle d'hommes, alors qu'en réalité, j'ai plein d'auditeurs hommes, moi. Ça intéresse. Et puis, tu es bien placé pour le savoir. Je pense que tu en es un représentant. La question de l'équilibre n'intéresse évidemment pas que les femmes. Enfin, c'est une aberration de cantonner ce sujet-là aux femmes. C'est un sujet d'humain, en fait. Okay. Ouais. C'est plus facile d'intégrer ou d'être à l'équilibre quand on est seul, quand on est à deux, quand on a des enfants, quand on est indépendant, quand on est salarié, quand on est jeune actif ou quand on a 40, 50 ans. C'est quoi les différentes spécificités de toutes ces caractéristiques de vie? Oh là, ben, il y en a évidemment une infinité. Je pense que Et puis en plus, toi et moi, Baptiste, même si à, on va dire, circonstances de vie équivalentes, on aura des réponses différentes. Donc, c'est tellement multifactoriel. C'est pour ça que le sujet est aussi intéressant, c'est que il y a il a des tonnes de feuilles, en fait. Je l'appelle le sujet millefeuille parce que ça va dépendre de ce qui se passe effectivement au sein de l'intimité du foyer. Donc, le foyer, ça peut être soit tout seul quand on est célibataire ou parent solo, mais la question de l'équilibre, elle se pose pour tous aujourd'hui. C'est pas un sujet de parentalité uniquement, c'est pas un sujet d'aidant non plus. Ce sont des entrées dans le sujet parce que ce sont des personnes souvent pour lesquelles le sujet se pose de manière très aiguë parce que justement cette contrainte sur les ressources dont on parlait tout à l'heure et la difficulté à cloisonner, je pense aux aidants par exemple, euh, quand on a des coups de fil à passer médicaux, c'est pas à 18 heures qu'on les passe, c'est en pleine journée, donc il n'y a pas de sujet en fait. Après, cette question, ouais, voilà, enfin, je sais pas trop comment répondre à ta question. Il y a tellement de facteurs possibles que je peux pas répondre sur à quel moment c'est plus simple ou plus difficile. Et puis chacun perçoit les choses différemment. Ce qui est intéressant, c'est ce côté universel justement de ce désir. Qu'est-ce que ça raconte en fait? Moi, je pense que la question de l'équilibre, c'est un mot moderne pour parler d'un désir millénaire. Enfin, c'est vraiment cette question de c'est quoi une bonne vie? Quels seraient pour toi les obstacles principaux à cette notion d'équilibre, ceux que les personnes qui souffrent d'un déséquilibre peut-être évoquent le plus? On parlait du manque de temps, est-ce que c'est le seul? Il y a le manque de temps, mais c'est aussi ce qui va avec, c'est ce sentiment d'urgence permanent sur tous les sujets. Je suis obligée de faire un lien aussi avec le contexte qui pèse et qui crée une sorte d'anxiété sourde
qui rajoute une forme d'urgence à être heureux maintenant. Et en même temps, les circonstances du monde sont telles que c'est compliqué d'être heureux. Mhm. Il y a beaucoup aussi, et c'est pour ça que le coaching ou le travail en groupe est aussi puissant, c'est que il y a aussi souvent une méconnaissance de soi. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de déconstruire ou d'enlever les couches. Et j'accompagne beaucoup de gens qui sont, tu vois, à mi-carrière ou qui ont déjà 10, 15, 20 ans d'expérience et qui commencent à se dire, mais attends, ce trajet-là que j'ai choisi, est-ce que c'est le mien? Est-ce que c'est la voie que j'ai envie de continuer à poursuivre? C'est un peu ce qu'on appelait avant la crise de la quarantaine, un truc comme ça, mais en tout cas une réévaluation de est-ce que le chemin sur lequel je suis, c'est celui sur lequel j'ai envie de continuer à évoluer. Et dans ces cas-là, il y a vraiment une question aussi de connaissance de soi et d'arriver à se dire, tiens, ça m'appartient, ça m'appartient pas, ça, je le garde, ça, je le garde pas. Et ce travail-là, ça prend du temps, de l'espace, et c'est du temps et de l'espace qu'on n'a pas au quotidien, à moins de se le dégager. Ouais, c'est une clé d'entrée vers les notions de sens, effectivement, et de... Ouais, j'aime bien l'expression, c'est quoi une bonne vie. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, il y a un élément que j'ai pas encore abordé, mais qui est essentiel. Là, on dirait que souvent, c'est rigolo. Souvent, j'ai cet échange avec des gens qui me disent, oh là là, mais la génération de nos parents, de nos grands-parents, ils se disent, mais qu'est-ce que vous regardez le nombril, tu vois? Qu'est-ce que vous êtes... Et je trouve que pas du tout. Je trouve que il y a un côté moi je, mais c'est pas du tout ça. La question, c'est comment, parce que je fais tout ce travail-là, parce que j'ai cette quête d'équilibre, on met le mot qu'on veut, je suis mieux en lien avec les autres. Et elle est fondamentalement collective, cette question-là. Elle est pas juste, il s'agit pas juste de faire le tour de son nombril. C'est aussi, comment j'embarque les autres là-dedans, comment j'incarne autre chose, comment je suis avec les autres, en fait. Et ça, on a plus que jamais besoin. Ouais, non, là-dessus, oui, je rencontre parfois cette remarque aussi. J'essaye de remettre dans le contexte aussi que les choses ont évolué, que ces questionnements, ils sont contextuels. C'est vrai qu'au 19e siècle, quand on allait travailler dans les champs, on ne se posait pas la question du sens, parce que le sens, c'était déjà de survivre, de se nourrir, de se mettre un toit sur la tête. Après la révolution industrielle, on était dans un monde un peu plus linéaire, mais qui était l'enjeu des carrières. Donc la promesse et le rapport au travail n'étaient pas le même. On cherchait de la sécurité, on cherchait de la longévité dans une entreprise qui pouvait encore se targuer d'avoir cette promesse de carrière. Et aujourd'hui, on est dans un monde différent, beaucoup plus volatile. Et où on a le luxe, parce que c'est vrai que c'est un luxe et un privilège de pouvoir se poser ces questions-là. Avant, nos parents disaient je vais au boulot pour gagner ma vie, c'est-à-dire qu'on disait notre vie, elle se passe en dehors du travail, c'est un mal nécessaire pour pouvoir vivre à côté. Et je crois qu'il y a tellement de facteurs différents qui sont venus bousculer ça que du coup c'est normal. On ramène souvent ça aux jeunes aussi. Alors c'est vrai parce qu'ils ont rien connu d'autre avant. Donc je crois que c'est toi qui disais dans une des interviews sur Welcome to the Jungle que eux la question se pose même pas parce qu'ils voient la vie d'une manière holistique, quoi, et que le travail n'est qu'une composante, mais pour les gens qui ont un peu vécu les deux, c'est une perte de repères et à la fois un privilège de pouvoir répondre déjà de se poser ces questions-là, quoi. Ouais, et c'est intéressant parce que sur on a tous effectivement souvent tendance à opposer jeunes, enfin en tout cas à se dire que les jeunes générations ont des spécificités. Il y a quelque chose aussi autour de la notion de contrainte, tu vois, de tolérance ou d'intolérance à la contrainte, qui est souvent au cœur des débats oui, mais ils veulent pas de contraintes, ils veulent pas manager parce que c'est des contraintes, ils veulent pas des horaires parce que c'est des contraintes. C'est intéressant. J'ai pas de réponse absolue là-dessus, mais je trouve que cette notion de contrainte, elle est aussi au cœur de la réflexion. Ok. Alors, on va passer peut-être sur tes partages d'apprentissage, parce que tu as 5 ans, à peu près 50 podcasts derrière toi, à raison de 2 par mois, hein, c'est ça, hein, à peu près. Ouais. Donc, tu as vu pas mal de monde, j'en ai écouté un certain nombre. Albert Moukébert, j'ai adoré. Mehdi Moussaïd aussi, que je suis beaucoup sur sa chaîne. Je te jalouse un peu certains de tes invités. Invite-les. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Mehdi Moussaïd, j'aimerais beaucoup. Et puis, il y en avait un avec Clotilde Dussoulier. Alors, je reprends celui-là, je ne l'ai pas écouté, pour être honnête,
mais le titre m'a interpellé, culpabilité quand tu nous tiens, parce que j'ai pu voir aussi pour essayer de m'appliquer ça à moi-même dans mon équilibre de vie, etc., que parfois quand on y arrive, on ressent cette culpabilité parce que c'est pas la norme et que beaucoup de gens, quand tu leur dis que tu peux te faire un ciné le mercredi après-midi ou voilà, ce genre de privilèges aussi, sans que ce soit les autres qui nous jugent, nous-mêmes, on a l'impression de se juger là-dessus ou de se dire mais c'est pas normal, c'est pas normal. Voilà, j'ai réalisé un petit peu cette norme à la souffrance où on se dit mais attends, ça va un peu trop bien, qu'est-ce qui se passe quoi. C'est quelque chose que tu vois aussi de ton côté, que tu entends, ou c'est que moi? C'est que toi, Baptiste. Non, non, je rigole. Je l'entends beaucoup. Sous cette forme-là et sous plein d'autres. Je vais te partager plusieurs choses. La première, je me souviens d'un atelier avec une équipe. C'était une société où j'intervenais via leur réseau féminin, mais c'était un réseau qui incluait des hommes. Et c'était hyper intéressant parce qu'on discutait au cours de l'atelier. Il y a quelqu'un qui dit, bah, moi, quand je pars à 17h, je me sens coupable. J'ai l'impression que de trahir l'équipe, je vois tout le monde qui est encore au bureau et je me sens coupable, je le fais, mais je me sens pas bien. Et là, tout le monde a commencé à dire, ah bah moi aussi, ah bah moi aussi, ah bah moi aussi. Donc c'était puissant parce qu'on se dit, ok, vous êtes tous en train de dire la même chose. Donc qu'est-ce que vous pouvez définir entre vous comme norme pour que ce soit plus cool en fait, puisque vous avez tous les mêmes envies et les mêmes ressentis. Ça, j'ai l'impression, la question des horaires, j'ai l'impression que c'est quand même un truc assez français, parce que bon, moi, c'est ultra français. J'ai eu la chance de bosser aux États-Unis, pris dans mon travail, je levais la tête, il était 5h30, il n'y avait plus personne dans l'open space, quoi, j'avais rien remarqué. Je sais que dans les pays nordiques aussi, comme la Suède, etc., il y a un rapport complètement différent à la notion de temps de travail. Quand on est manager aujourd'hui, on s'impose d'être là en premier et de partir le dernier. Et puis du coup, le stagiaire qui vient d'arriver se dit que il faudrait peut-être faire la même chose pour se calquer sur le boss. Et puis le boss, lui, il se dit si le stagiaire il reste jusqu'à 19h, il faut peut-être que je sois là. Et j'ai l'impression qu'il y a une course à l'échalote comme ça sur le timing. Ouais, c'est sûr, et comme quoi c'est très culturel. Et donc après, et donc ça c'était le premier truc sur la culpabilité. L'autre truc c'est souvent la culpabilité c'est un mot pour dire autre chose. Il y a plein de choses derrière la culpabilité. Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de l'inquiétude? Est-ce que c'est du regret? Et c'est toujours intéressant d'aller chercher l'émotion un peu plus profonde qui est derrière celle-là. Parce que c'est elle qui nous informe et qui nous permet d'agir, qui nous permet de nous dire, bon, si c'est du regret, comment je réajuste? Si c'est de la honte, qu'est-ce que je me raconte à ce moment-là et qu'est-ce que je peux me raconter d'autre? Il y a plein de choses comme ça. Et donc, c'est aussi un truc avec la culpabilité, c'est quoi les émotions inconfortables que je suis capable de tolérer, avec lesquelles je suis capable de vivre. Et ça, c'est un énorme sujet, je trouve, sur ces questions d'équilibre et avec les managers, un énorme sujet. Quelles sont les émotions inconfortables avec lesquelles je suis prêt à vivre parce que je vais en vivre. Et on a trop cette impression avec les réseaux sociaux, avec notre société d'image et de projection permanente que les émotions inconfortables sont à fuir et à bannir et un signe qu'il y a quelque chose qui va fondamentalement mal alors qu'elles font absolument partie de la vie. Okay. Donc c'est... Si je ressens ça, admettons que je sois salarié dans une organisation, je ressens ces choses-là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais voir mon boss et je lui dis j'aimerais qu'on en parle en équipe. C'est quoi nos leviers? Tu dis qu'on se coupe de nos pouvoirs, on a l'impression qu'on n'a pas de marge de manœuvre, mais qu'en fait on en a plus qu'on pense. Je prends un salarié dans une organisation qui ne se poserait pas forcément ces questions-là et qui serait en souffrance. C'est quoi les bons réflexes? Alors, en souffrance sur quoi pour être plus précis. D'une manière générale, sur ce déséquilibre, sur le fait que je me sens pas de partir plus tôt parce que j'ai un enfant à aller chercher à la crèche, sur le fait qu'on fait des réunions à 23h, voilà, sur tout cet ensemble de pratiques. Évidemment, la discussion, bien sûr. Parce que il y a plusieurs choses. Il y a quelles sont les règles implicites et la culture implicite de la boîte. Est-ce que je suis en accord avec ça? Est-ce que ça me convient?
et quelle est la marge de manœuvre pour faire bouger les choses. Il y a des entreprises où on ne fera pas bouger les choses. J'ai déjà eu des clients, on a travaillé sur le fait de poser des limites, rien ne marchait. Tu parles d'appel à 23 heures, cette personne continuait de recevoir des appels à 23 heures où, et ben en fait, il y a un moment où on part parce que on n'est pas en accord avec ça et il n'y a pas de problème. Il y a peut-être des gens que ça dérange pas d'avoir des appels à 23 heures, même si je sais pas ce qu'un psychologue du travail penserait de tout ça, mais bon, sans jugement aucun, il y a des gens peut-être à qui ça convient. Si ça ne convient pas et que c'est intrinsèque, que c'est comme ça que les dirigeants se comportent, que c'est comme ça, ben, on peut pas se battre en permanence à contre-courant. En revanche, dans des sociétés où c'est l'exception, bien souvent, je me rends compte que on peut pécher par méconnaissance. Il y a beaucoup de maladresse sur lesquelles on calque des intentions malveillantes qui n'y sont pas. Et donc, les conversations sont toujours extrêmement importantes pour reclarifier les choses, pour poser ses limites, pour dire, voilà, il se passe ça et ça me convient pas. C'est vraiment la première étape, la absolue. Et ça, c'est des conversations qui sont pas toujours hyper confortables, mais qu'il s'agit de, voilà, ça se travaille, ça s'entraîne. Enfin, c'est important d'avoir ce genre de conversations qui sont fondamentales dans la relation. Et voilà. Après, si ces conversations ne fonctionnent pas, il y a d'autres choses à faire. Mais moi, j'ai des souvenirs très clairs d'un manager. Je prends souvent cet exemple en intervention. C'est un manager qui systématiquement me convoquait dans son bureau à 18 heures au moment où je devais partir parce qu'il n'avait pas le temps avant. Et donc, à 18 heures, pour lui, c'était plus cool. Il avait le temps de balayer mes sujets. Moi, j'avais absolument pas le temps. Et j'étais en stress, quoi. J'étais pas contente. Enfin, je me dis, mais quand même, il abuse. Il sait que je dois partir. Et il savait pas, en fait. Enfin, c'était pas sa réalité. C'était pas du tout ses contraintes. Donc, il l'avait pas en tête. Alors, on peut se dire que c'était de la mauvaise intention, ou on peut aussi se dire, je bénéfice du doute, il n'a pas compris, je lui explique. S'il faut que je lui dise 10 fois là, c'est autre chose, mais au moins reclarifier les choses et dire ça ne me convient pas. Et il m'avait dit, je ne lis pas dans les pensées. Et cette phrase, elle m'est restée. Personne ne lit dans les pensées. Donc, si vous exprimez pas vos besoins et vos limites, c'est le rôle de personne que de les deviner. C'est pas la responsabilité des autres. Ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Exactement. Donc, conseil numéro 1, peut-être être honnête avec soi-même. La communication, ça passe par soi, déjà, une communication intrapersonnelle pour être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, etc. Et puis de le partager avec les parties prenantes de notre, de notre écosystème. C'est un peu technique comme terme, mais ça peut être notre couple, ça peut être la famille élargie, ça peut être nos collègues. Voilà, de poser ces discussions-là. D'essayer par le dialogue de trouver des compromis ou en tout cas des ajustements possibles. Et puis en dernier recours, si vraiment on a le sentiment qu'on a tout tenté dans cet environnement et que rien ne change, d'avoir le courage aussi de partir, pourquoi pas, ou en tout cas de prendre des décisions plus radicales parce que c'est pas toujours évident, mais sur le long cours, c'est pour notre bien-être. C'est quoi tes routines personnelles, toi, justement, quand tu sens que ça grince, quand tu sens que... comment tu fais pour... techniquement, pour réajuster ça au-delà de la conversation avec ton chéri ou maintenant avec tes enfants, comme ils grandissent? Comment tu fais pour... Est-ce que tu as des routines particulières? Est-ce que vous avez des moments, par exemple, en couple ou avec tes équipes, où c'est déjà marqué dans le calendrier, où vous rediscutez de ces sujets-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui le déclenche parce qu'il dit là, il y a une alerte, j'aimerais qu'on en discute? Comment tu fais d'une manière générale? Moi, j'ai un business solo, donc j'ai pas des équipes, tu vois. Il y a des gens avec qui je travaille en freelance, mais il n'y a jamais vraiment ce problème-là. Enfin, la communication est très simple. Au niveau familial, ouais, c'est des conversations et comme tu dis, les enfants grandissent, mais je crois que même tout petits, ils peuvent entendre beaucoup de choses. Il vaut mieux un parent qui pose des limites qu'un parent en détresse et qui explose ou qui... Oui, ça fait partie de l'éducation. Tu dis que c'est un état d'esprit qui devrait s'apprendre dès l'enfance, finalement. Oui, et c'est aussi une super manière de leur apprendre qu'eux aussi, ils ont le droit d'avoir des limites et de pas être dispo ou de pas être de très bonne humeur ou de pas... Voilà, on a tous le droit à ça. Et c'est super quand on l'exprime aux autres pour pas les faire se défouler ou leur faire porter des choses.
Et à titre personnel, moi, ce que j'ai appris à faire quelque chose de très contre-intuitif, mais c'est que quand je sens que ça bouillonne et que je suis fatiguée, que je suis stressée, que je dors mal, etc., je fais le truc très contre-intuitif qui est de me reposer, de me forcer à me reposer. Quand j'arrive plus à réfléchir ou à avancer sur un truc, bah, je m'arrête de travailler, je vais marcher, je passe à autre chose. C'est l'inverse de ce que notre cerveau nous dit de faire dans ces moments-là. Dans ces moments-là, on se dit, mais non, il faut que j'arrive au bout, il faut que je persévère, etc. C'est la pire solution à adopter. Mm. On a vraiment besoin de réapprendre aussi à se dire qu'on a des limites physiologiques, cognitives. On a l'impression que ce n'est plus le cas parce qu'on a des outils qui nous font croire que ce n'est plus le cas. Or, pas parce que notre boîte mail peut recevoir 700 mails par jour que nous, on peut traiter 700 mails par jour. Mm. Et cette distinction-là, elle est hyper importante parce que les outils doivent être à notre service, pas dans l'autre sens, quoi. On n'a pas à se plier aux exigences d'outils qui dépassent nos capacités. Donc ça, c'est vraiment revenir à des basiques, on n'en a pas parlé jusque-là, mais le corps, quoi. Quand on sent qu'on commence à se crisper de partout, là, ou d'avoir mal au ventre, ou de pas bien dormir, c'est un indicateur important. Donc ça, je me l'applique. Ok. Après, je me rends compte que toi comme moi, on a aussi réglé le problème en sortant des organisations. Tu Eh parlais ben du oui. mode solo. Et c'est Bah aussi oui. pour ça qu'il y a un grand engouement aussi pour l'activité d'indépendant et vers lesquels on va. Ouais. Oui, avec beaucoup de bémols autour de ça. Moi, Mm. je suis très, enfin, il faut vraiment faire attention à ces discours-là. La flexibilité, bien sûr. Le stress et le fait de porter, de décider tout le temps tout seul aussi. Donc, on troque toujours de la liberté contre de la sécurité. Donc, Mm. faut bien l'avoir en tête. En parlant de flexibilité aussi, on parlait enfin, un des sujets actuels, c'est cette semaine de 4 jours. Alors, il y a déjà un ajustement sémantique. Il y en a qui parlent de la semaine en 4 jours et d'autres qui parlent de la semaine Ouais. de 4 jours. Certains parlent d'arrangement et de flexibilité du temps de travail, alors que d'autres parlent de compression du temps de travail. Toi, tu as testé pendant 3 mois, tu en as fait un article. Est-ce que tu peux nous résumer les grands apprentissages qu'il en est ressorti de cette expérience? Alors, comme tu le dis, et comme on vient de le dire, l'honnêteté est importante. Enfin, je suis indépendante à mon compte, donc ma situation est très spécifique. Cela étant, j'ai décidé, justement parce que j'ai terminé l'année dernière, je dis année, mais c'est l'année scolaire, j'ai terminé fin du mois de juin sur les rotules, très fatiguée. Je me suis dit, bah, ça ne me convient pas. J'ai pas envie de vivre comme ça. Donc, comment je peux rajouter du mou dans ma semaine? C'était plus ça le point de départ. Mm. C'est une notion dont je parle souvent avec mes clients, c'est comment on rajoute du mou dans des vies qui sont au chausse-pied, vraiment. Donc l'idée c'était ça et j'ai appelé ça mes buffer Wednesdays parce que c'est vraiment cette idée de tampon quoi. Mes mercredis c'était pas tellement pour m'occuper de mes enfants même si ça me donne une flexibilité qui fait que je peux gérer des activités que je suis hyper contente de le faire. Mais ils sont gardés le matin et je dispose de ce temps. Et il y a plein de semaines où c'est finalement pas le mercredi que je ne travaille pas, ça va être d'autres demi-journées parce que je décide d'accompagner une sortie scolaire ou d'être bénévole à la bibliothèque de l'école ou que j'ai des rendez-vous perso et voilà. Mais en fait, c'est parti de cette idée qu'il fallait du temps alloué. C'est-à-dire, il y a un temps pour chaque chose et dont un temps pour les choses perso qui ne peuvent pas être casées le week-end. Donc, c'était aussi cette idée-là de se dire, il y a un moment dédié à ça, plutôt que de caler des rendez-vous un peu dans des moments où je suis concentrée à fond dans mon travail. Il y a un temps qui est dédié à ça et je mets tous mes rendez-vous dans ce créneau-là. Donc, c'est à la fois cette réflexion autour de la semaine de 4 jours euh, et d'une réflexion plus profonde sur comment je m'assure d'être focus et de faire le travail, parce que tu le sais, quand on est à son compte, la ressource la plus précieuse, c'est notre temps, notre attention. Donc, Oh faut pas oui. se louper, faut pas se louper sur la location de ça. Et donc, c'est vraiment pas dans une idée de productivité acharnée, mais plus comment je m'assure de fournir du bon boulot, quoi, et d'être vraiment dédiée à ce que je suis en train de faire. Donc, c'était une réflexion en parallèle autour de ça. Et donc, vraiment, cette idée dans la semaine, j'ai des temps dédiés à certaines choses. Euh,
Et ça m'a vraiment changé la vie. Ça me fait du bien. Hmm. J'ai un travail qui est très intellectuel, très créatif. Si j'ai pas des moments de mou, justement, je peux pas, en fait, délivrer ce que je suis censée délivrer. Alors pourtant, pour Donc, me faire l'avocat du diable de ceux qui vas-y. prônent la semaine en 4 jours, il y a ce qu'on appelle la Mm. loi de Parkinson qui est contraindre le temps, c'est-à-dire, en gros, plus on laisse de temps à une tâche, plus on va prendre ce temps, et le fait de s'imposer une limite nous permet d'être plus productif, mais on s'aperçoit que ça, c'est pas vérifié, en tout cas dans une semaine qui est trop chargée, puisqu'on est moins productif quand une semaine est trop chargée, c'est ça? Ouais, alors moi, enfin, par rapport à la loi de Pareto, je pense que semaine en 4 jours, semaine de 4 jours, peu importe finalement, la loi de Pareto, elle se vérifie. Moi, elle s'est vérifiée dans mon cas, c'est que j'ai moins de temps de travail, et donc donc oui, les tâches, mais Hmm. c'est pas tellement uniquement, c'est plus la réflexion et la mise en pratique de choses autour de la concentration qui m'ont aidé sur ça que réellement le fait d'avoir moins d'heures de travail dans la semaine. Hmm. Et c'est vraiment une zone tampon, c'est-à-dire qu'il y a des semaines où je suis obligée, où je bosse en fait là parce que j'ai des rendez-vous clients, j'ai des interventions, des trucs. Et en fait, c'est plus cette idée de par défaut, ce temps-là n'est pas alloué à du travail et je peux décider de l'allouer à du travail si je sens que c'est pertinent. Mais le Et, par défaut, il est vachement important. ouais. Ouais, c'est ça, c'est cet espace de liberté, ce mou. Tu disais Oui. aussi que ça t'avait amené à redéfinir qu'est-ce que ça voulait dire travailler finalement. Parce que si tu Ouais. écris un article et que ça te fait plaisir, ou si tu es dans une réflexion, est-ce que c'est du travail ou... Ouais, complètement, parce que on commande pas les idées. Donc parfois, je peux être en train de faire totalement autre chose et j'ai une idée. Et si je la chope pas, si je la cueille pas à ce moment-là, je la perds. Hmm. Donc, mais c'est encore une fois, c'est très spécifique à mon travail. Donc voilà, c'est plus pour proposer des axes de réflexion que de dire faites comme moi. Ben, Dans les autres astuces aussi, tu parles de la méthode, c'est pour les plus perfectionnistes d'entre nous, tu parles de la méthode, ça ira bien comme ça. Moi, j'appelle la to-do list, c'est-à-dire quand on sent qu'on est un peu en surchauffe, de baisser l'ambition ou de baisser la perfection. Donc la méthode, ça ira bien. C'est un peu comme quand on fait un cadeau à quelqu'un, tu dis bon, allez, c'est pas le cadeau parfait, personnalisé, etc. Mais ça fera l'affaire, ça fera le job, et qu'il faut savoir de temps en temps, voilà, trouver le bon curseur pour certaines tâches qui méritent pas forcément de la surqualité, savoir baisser la mire un petit peu d'ambition là-dessus. ouais, le ça ira bien, c'était une anecdote avec un collègue qui nous faisait trop rigoler au moment de Noël. Il parlait des cadeaux ça ira bien qu'il avait reçus où il sentait que la personne s'était pas donnée à fond dans le choix du cadeau. Je trouvais ça hyper drôle. Et oui, cette méthode ça ira bien, c'est ça, bon bah ça, en fait ça suffit quoi. Hmm. Ces heures de travail en plus pour fignoler le petit machin que personne va remarquer, c'est prendre l'habitude de se dire c'est quoi le ratio euh, coût en termes d'énergie, de temps, de stress, versus vraiment l'impact que ça aura sur mon Ouais. client, sur mon... Et souvent, ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend quand on est à son compte, mais qui est absolument applicable quand on est salarié. C'est comment on est un bon boss pour soi, quoi. Ouais. Comment on devient pas une espèce de tortionnaire exigeant au possible. On souffle, on coule, quoi. Ah, je suis persuadé qu'il y a un effet Ouais. miroir, effectivement, entre le fait d'être son propre capitaine, pour employer ma Mm. terminologie, avant de pouvoir Mm. guider éventuellement les autres. Dans les autres conseils que tu donnes, tu l'as mentionné, la place du corps, elle est essentielle, c'est de bouger. Le sédentarisme, c'est assez dévastateur aussi pour physiquement, mais aussi moralement. Donc, d'intégrer dans sa semaine aussi cette notion de mouvement. Alors, selon notre contexte et nos envies, bien sûr, mais marcher, s'aérer, faire des coupures, Oui, voilà, tout ça, c'est une donnée importante. oui, c'est une donnée importante. Là aussi, on va me dire oui. Maintenant, moi aussi, je me fais l'avocat de mon propre diable. C'est un peu. Mais disons, oui, je suis à mon compte, c'est plus facile Par exemple, la première fois qu'on s'est parlé, Baptiste, je t'ai dit non, on ne fait pas une visio, je vais marcher. Et C'est donc, vrai. tu t'as dit, ah bah moi aussi. Et souvent, il y a cet effet-là. Donc, ça, c'est super sympa. On parlait tout à l'heure d'avoir de l'impact. Ça paraît anodin, mais en fait, il y a un côté
contagieux qui est intéressant. Mais en fait, même moi j'ai en tête un dirigeant qui fait tous ses entretiens annuels en marchant. Ouais. Il amène les, je vais dire une phrase, ça va l'air trop glauque. Il amène les gens dans la forêt, mais c'est vraiment vrai. Il les amène dans la forêt. Ils vont se balader dans la forêt et il me dit il y a des échanges qu'on n'aurait jamais si on était assis face à face autour d'une table de réunion. Ouais, c'est Donc ce qu'on c'est appelle aussi la proxémie, c'est ouais, comment on se positionne physiquement vis-à-vis de notre interlocuteur qui change la dynamique de la discussion. On s'aperçoit que dans les voitures, par exemple, au-delà du fait que ce soit un huis clos, le fait qu'on regarde dans la même direction change la dynamique de la conversation. Et encore plus si on est en forêt, dans un lieu inspirant. ouais, Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut se permettre, même on peut faire même ça. en Mais entreprise. oui. Mm. Et puis il y a de plus en plus d'entreprises qui sont favorables à ça. Mais en fait, On se l'autorise pas, quoi. ouais, je crois qu'il y a beaucoup de ça. C'est un de mes gros sujets d'intérêt et que j'essaie d'amener mes clients à explorer, qu'ils soient entreprises ou individus, c'est comment je bouscule cette façon un peu automatique que j'ai de faire les choses, comment à un moment je décale mon regard Mm. pour dire, attends, en fait, c'est vraiment bizarre de faire ça comme ça, ou peut-être qu'il y a d'autres façons de faire. Si mon objectif c'est de bouger plus, où est-ce que je peux insérer du mouvement de manière sympa, simple? euh, oui, tout le monde n'a pas 1 heure à faire du sport par jour, mais en fait, juste aller passer un coup de fil en marchant plutôt qu'en restant assis à son bureau, ben, ça fait la différence. Il y a Mm. quelqu'un qui prend beaucoup la parole là-dessus sur LinkedIn qui est très, très intéressante. C'est Claire Mounier-Veillé, qui est cardiologue et qui a une association Agir pour le cœur des femmes et qui propose plein d'infographies hyper intéressantes sur l'impact de la sédentarité. Donc, il y a l'impact, mais elle propose aussi des solutions, des trucs à faire pour intégrer même 5 minutes de mouvement par-ci, par-là, quoi. 5 minutes, c'est toujours mieux que 0 minute. Donc, c'est clé. Un autre conseil que j'ai pris à la volée pour calmer notre surcharge mentale, noter tout ce qu'on a en tête sur du papier. Ouais. Mais oui, tu vois, en fait, c'est marrant parce que quand je t'écoute les redire, ces conseils, ils sont d'une simplicité. Tu vois, c'est ultra simple et c'est ultra efficace. C'est ça l'opportunité géniale. C'est que c'est très simple. C'est simple, ça veut pas dire que c'est facile à mettre en place, mais c'est simple. Et ça, oui, en fait, je suis absolument pas neuroscientifique, mais pour avoir lu pas mal de livres sur le sujet et écouté des gens qui le sont, hein, cette notion de décharge mentale, elle est clé. Notre cerveau, il fonctionne à la manière d'une mémoire vive d'un ordinateur. Donc, quand on le sature, il ne peut plus. Et d'avoir, quand on a une idée, pour pas s'interrompre dans le fil de ce qu'on est en train de faire, la noter, ça rassure le cerveau qui se dit, c'est bon, l'idée n'est pas perdue, elle est prise en charge. Donc, il se détend d'une certaine manière. Il n'a pas besoin de s'y accrocher parce que c'est l'ennemi de tout que de se distraire à chaque fois qu'on a une idée qui vient en tête, de se dire, ah, il faut que je la fasse sinon je vais oublier. Non, on a un papier à côté de soi, on note toute la journée toutes ces idées. Et à la fin de la journée, on fait le récap. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui a été résolu entre-temps? Qu'est-ce qui se transforme en tâche? Qu'est-ce qui se transforme en truc à déléguer? Mais c'est des toutes petites choses et qui changent énormément notre niveau de concentration et donc notre sensation à la fin de la journée. C'est impressionnant les effets. J'avoue que j'ai cédé à la mode parce que c'est un truc que j'entends beaucoup là, du second cerveau, d'avoir des logiciels finalement qui s'occupent de notre productivité personnelle. Et j'en ai testé un qui est Notion pour ne pas le citer. Et j'avoue que ça m'a fait une vraie différence en termes de charge mentale. J'ai passé ma to-do list là-dessus et je dois avouer que maintenant j'ai gardé ça et que je pourrais plus difficilement m'en passer. Trouver ses propres routines. Alors tu le disais pour notre niveau d'organisation, on n'a pas tous les mêmes besoins là-dessus, mais aussi sur notre niveau d'énergie, bien se connaître dans nos modes de fonctionnement. Certains sont plus du matin, plus du soir, et puis même au cours de la semaine, on n'est pas dans les mêmes niveaux d'énergie, donc aussi prendre ça en compte dans notre organisation personnelle. Oui, dans l'idéal, là aussi, j'ai bien conscience qu'on n'a pas toujours la main sur les choses quand on est salarié. Et encore que on a toujours plus de possibilités de modifier les choses qu'on ne le pense. Ça, c'est quand même peut-être c'est pas un apprentissage, mais quelque chose qu'on dit plus ouvertement aujourd'hui, mais cette idée de fonctionnement cyclique. Tu vois, on a un monde du travail qui est vraiment calqué sur ce modèle des 24 heures, qui n'est pas un cycle
physiologique. Je crois que c'est un cycle physiologique masculin, mais pas un cycle physiologique féminin. Et en fait, quand on dézoome un petit peu et qu'on regarde nos variations au niveau d'énergie, etc., c'est intéressant. Ça veut pas dire que c'est toujours possible de le mettre en place, mais de dire, tiens, je suis très, très concentrée à ce moment-là de la journée. Comment je me débrouille pour sacraliser ce temps-là, le Hmm. rendre imperméable aux réunions, par exemple. Il y a des écrits très, très intéressants sur les meilleurs moments pour prévoir des réunions, les meilleurs moments pour prévoir du temps de concentration, qui peuvent être des bases pour ensuite observer son propre rythme et se caler au maximum possible là-dessus. Mais ça, cette idée aussi de sacraliser les temps dans son agenda, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clients aussi. C'est clé. Ça me fait penser à deux anecdotes. J'ai une participante dans mes formations qui m'avait dit, moi, je mets une réunion TPM dans mon agenda, qui est un créneau d'1 heure et demie par semaine. Et je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire TPM? Elle me dit, bah, déjà, c'est un acronyme, donc mon patron, etc., il n'ose pas me mettre des réunions là-dessus, mais ça veut dire temps pour moi. Et c'est un truc sacralisé auquel je renonce jamais. Et l'autre anecdote qui me vient, qui est un des retours d'expérience les plus émouvants que j'ai eu dans mes accompagnements, on parlait de la gestion du temps et un papa qui avait des grandes responsabilités qui ne nous avait rien dit, mais qui avait pris une décision pour lui-même en parlant avec sa femme, qui se plaignait justement de ne pas l'avoir suffisamment à la maison, et qu'il rentrait tard à chaque fois. Donc il dit, j'ai pris la décision d'emmener ma fille le mardi matin à l'école et d'aller la chercher le jeudi. Donc j'ai communiqué à mes équipes le fait que un jour dans la semaine, je ferai ça. Et il nous a raconté déjà comment son équipe l'avait encouragé à le faire, l'avait poussé. Donc ça, c'était intéressant. Il craignait des réactions négatives, mais son équipe l'avait poussé à le faire. Et puis il nous a raconté tout simplement avec une larmichette à l'œil la joie de sa fille qui, pour la première fois, voyait son papa qui venait la chercher à l'école. Donc voilà, deux petites anecdotes, mais qui renvoient à la dernière aussi avec la notion de culpabilité. Tout n'est pas possible, tout n'est pas peut-être parfait, mais en tout cas de saisir toutes les opportunités pour tendre vers ça. Et puis dans le dernier conseil, peut-être avant de conclure, mais il y a quelque chose que tu dis et qui est très juste, c'est que tout est question d'ajustement finalement. La vérité du jour n'est pas celle du lendemain, donc t'encourages finalement les individus à tester, expérimenter, prototyper, ajuster, changer, revenir. Ça, c'est une notion importante. Il y a pas de solution parfaite, il faut trouver sa propre recette au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est pour ça que quand des entreprises me contactent en me disant en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je sais pas quoi vous dire parce qu'en réalité, je ne connais pas encore. Il faut qu'on creuse, faut qu'on décortique. Ben, justement, qu'est-ce que les gens entendent par ça dans vos équipes? Qu'est-ce qu'ils entendent par équilibre dans vos équipes? Ça n'a rien à voir d'une équipe à une autre. Donc, il y a besoin vraiment d'affiner le sujet, de le définir. Et effectivement, ensuite de tester, il faut aussi se rappeler que tous ces sujets sont extrêmement nouveaux à l'échelle de l'histoire de l'humanité. C'est très nouveau. Enfin, quand on prend beaucoup, beaucoup de hauteur, on se rend compte que ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'on se pose ces questions. Pour les pays les plus avancés, ça fait 5 ans pour la plupart du monde. Donc, c'est très, très récent. Donc, on est encore en train de tâtonner. On n'a pas les réponses sorties du chapeau. En plus, c'est de l'humain, donc c'est mouvant. Mais tu vois, pour rebondir sur l'anecdote que tu as partagée sur ce dirigeant ou cette personne à forte responsabilité qui va chercher sa fille, moi, ce que j'entends là, c'est l'importance de traiter ce sujet à l'échelle collective. C'est que s'il était resté, lui, avec ses croyances sur le fait que ça allait faire de lui un mauvais patron ou quelqu'un qui paraissait moins investi que son équipe ou je ne sais quoi, s'il reste avec ces idées-là, ces croyances-là, il se prive de tout un tas de choses, du plaisir de sa fille, de son plaisir à lui, d'un exemple formidable pour ses équipes. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment besoin de traiter ça à l'échelle collective parce que c'est des sujets collectifs. Merci Sandra, j'ai encore 2 questions avant qu'on conclue parce que je sais que tu as d'autres engagements derrière. La première, c'est 3 inspirations que tu pourrais nous partager en lien avec tes sujets ou pas. 3 choses qui t'ont inspiré, toi, à titre perso, et que tu aimerais nous partager. Ça peut être des podcasts, des livres, des films, des documentaires, des séries, des lieux, des musiques, ce que tu veux. Alors,
Un premier partage, c'est, on parlait de la vie bonne tout à l'heure, de la bonne vie. Euh, il y a Robert Waldinger, qui est un chercheur américain qui mène avec Harvard depuis les années 70 une étude longitudinale, la plus longue étude longitudinale sur qu'est-ce qui constitue une bonne vie. Qu'est-ce qui fait que des gens ont l'impression d'avoir vécu une vie qui valait le coup d'être vécue et sont heureux. Et donc c'est fascinant. On se doute des ingrédients, hein, c'est les relations de qualité, c'est d'être entouré, c'est d'avoir pu contribuer. Enfin, c'est des choses assez fondamentales, mais c'est passionnant et il a un TED Talk là-dessus qui est chouette. Tu peux redire le nom, s'il te plaît? Robert Waldinger. Waldinger, très bien. Waldinger. Barbe. Euh, la deuxième ressource, c'est un documentaire que je suis en train de regarder qui me bouleverse, qui s'appelle American Symphony. C'est sur Netflix. C'est pas directement en lien avec mes sujets, mais il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ce qu'il raconte. C'est le chanteur John Baptiste, le musicien John Baptiste, qui est un musicien américain, nord-américain, qui est marié à une femme artiste, poète, activiste, qui, au moment où sa carrière à lui a décollé et où il a commencé à gagner les Grammy après des années et des années de travail, elle a eu un cancer et donc vivait des choses extrêmement dures et lui vivait une gloire voilà, inimaginable. Et ça raconte ce qu'il a construit, à savoir cette symphonie. Il s'est dit, si aujourd'hui on devait composer une symphonie, à quoi ça ressemblerait? Et donc, il a voulu créer une symphonie avec tout un tas d'influences musicales, de tout un tas de cultures. Et la beauté de ce qu'il crée, il y a le contexte, bien sûr, qui est bouleversant, mais la beauté de ce qu'il crée, cette idée que, en fait, on est tellement plus riche de nos apports les uns les autres, de nos différences, de tout ça. On le dit, c'est bateau, mais c'est tellement vrai et c'est magnifiquement illustré dans ce documentaire. C'est vraiment très beau. Moi, j'adore la musique, donc c'est quelque chose voilà, c'est un documentaire que j'ai trouvé magnifique. Et je crois vachement à ça, à cette force du lien. Aujourd'hui, on a absolument besoin de le cultiver, de le muscler, d'apprendre à être des gens, d'être avec des gens qui ne nous ressemblent pas, qui sont pas d'accord avec nous. Il faut continuer ça. Euh, Ça, et puis une troisième ressource. Ah, si, il y a non, je sais ce que je vais te partager. C'est beaucoup de ressources américaines, du coup, hein, mais il y a la newsletter de Seth Godin, que toi, tu connais, Baptiste, je pense. Ouais. C'est un grand. À la base, c'est un grand ponte du marketing, mais en fait, son travail va bien au-delà. Et c'est quelqu'un qui étudie beaucoup comment on peut ce qu'il appelle show up, c'est-à-dire comment on peut se présenter au monde en défendant quelque chose qui a de l'importance et dans une idée derrière laquelle on a envie d'embarquer les gens. Et son travail est génial. Et il a une newsletter. C'est chaque jour des petites bribes. C'est pas toujours très long, mais il y a toujours un truc. Chaque semaine, j'ai un dossier dans mes mails perles de Seth et je mets tous ces emails qui m'ont marqué. Il a fait un épisode souvent, récemment avec Grégory Pouy sur Ping Podcast. Ah, excellent, d'accord. Ouais. Ah, bah, Il je l'a vais interviewé. écouter ça. Voilà. Ok. Il est extraordinaire. Bon, bah merci pour toutes ces sources d'inspiration. Dans un instant, je te laisserai le mot de la fin. C'est ma petite tradition sur l'ultime question, la question récurrente que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Sandra, être capitaine de sa vie? Mais le temps que tu réfléchisses à cette question éminemment philosophique, j'en profite pour remercier tous les auditeurs, les auditrices pour vos retours, parce que je reçois des messages d'encouragement et c'est super sympa. Ça donne vraiment envie de continuer à faire ce podcast. Donc, n'hésitez pas à nous donner de la visibilité en la notant au maximum sur votre plateforme d'écoute préférée, en la valorisant par tous les biais possibles, en parlant autour de vous et puis bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis j'en profite aussi pour faire un peu d'autopromo cette fois-ci sur un produit que j'appelle la bouée, qui est un accompagnement ponctuel pour débloquer une problématique précise. Ce n'est pas un accompagnement dans la durée.
Ça dure 1 heure. Si vous sentez que vous êtes coincé, que vous avez du mal à impulser une nouvelle dynamique, moi je vous propose un temps d'échange en 3 parties, 20 minutes à peu près pour que vous me partagiez votre problématique, qu'on essaye de bien la définir ensemble. 20 minutes pour vous donner mes retours, mes conseils, mes points de vue sur cette situation. Et puis 20 minutes où on construit ensemble un plan d'action pour les jours et les semaines suivantes. Toutes les informations sont dispo sur le site www.lescapitaines.com. Toi, comment on peut te contacter, Sandra, avant que je te pose la question finale d'ailleurs, il y a ton site conscious-culture au pluriel.com, ouais. Culture consciente en bon français. Et le meilleur moyen pour te contacter, sinon? Alors, il y a le site aussi des équilibristes, www.leséquilibristes.com. Il y a LinkedIn. Et puis, mon mail, sandra@conscious-culture au pluriel.com. Voilà, donc n'hésitez pas aussi. Je sais que tu as lancé un accompagnement collectif. Tu vas bientôt lancer la 2e session et on est tous les deux convaincus que l'échange entre pairs, PAIRS, est certainement le moyen le plus enrichissant de mettre ces choses-là sur le tapis, parce qu'il n'y a pas de rapport d'expert ou de manager. Il y a un rapport sain d'être humain à être humain. Et on dit la diversité est source de richesse. Donc, je suis très curieux de continuer à suivre cet accompagnement. Et puis, tu as plein d'autres propositions sur ton site. Un grand merci à toi, c'était super instructif. Et puis, je pense qu'on ne s'arrêtera pas là, que nos chemins se recroiseront dans le giron de Bordeaux. Mais pour l'heure, le temps de la réflexion est écoulé. Sandra Fiodo, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être capitaine de sa vie? Ça veut dire bien choisir et bien choyer son équipage. Donner le cap et puis être bien entouré. Merci Sandra Fiodo. Merci Baptiste.